Hello, c'est encore moi. Un petit sujet qui me vient à l'esprit et qui est très important finalement, si j'avais eu tout ça avant d'acheter la mienne. Avant d'acheter un TY, je vais vous faire voir à peu près tout ce qu'il faut regarder. Bon, après ça dépend ce qu'on veut en faire, mais pour le moment, tout ce qu'il faut regarder, ça permettra toujours de discuter de prix. On va faire un tour de l'avant vers l'arrière. Donc pour l'avant, en premier, l'état des tubes de fourche. La course est à peu près de ça. Ouais, ça doit le faire puisque je vois qu'il y a la marque à peu près à ce niveau-là. Vérifiez l'état des tubes à ce niveau-là, sur la course. Il faut absolument aucun piquage, aucun point de rouille, rien du tout. Maintenant, s'il y en a un peu en dessus, au niveau des T, même s'ils sont derrière, à ce niveau-là, ce n'est pas bien important. Mais par contre, sur l'enfoncement, il faut vraiment que ça soit nickel, sinon c'est fuite à tous les coups. Voilà. Toujours pour la fourche, on vérifie l'enfoncement. Pour cela, on freine et on enfonce au maxi. Ah, ça marche, ok, pas de souci. Et si par hasard vous voyez que la fourche reste enfoncée alors que vous avez lâché, ça veut dire que les tubes sont tordus et qu'ils viennent se coincer dans les fourreaux. En général, ça se passe en butée là, ou un peu avant la butée. Voilà, là c'est quand ça marche bien. Si ça reste coincé, c'est qu'il y a un souci sur les tubes. Un autre point important, vous levez les caches poussières, les deux, là j'en enlève qu'un. Prévoir un petit tournevis fin pour pouvoir le décoller. On le met en haut et on fait fonctionner plusieurs fois la fourche à fond, comme j'ai fait tout à l'heure, et on surveille les traces d'huile. De toute façon, s'il y en a, c'est même pas la peine de mettre le doigt, on le voit, hein, ça fait plein d'huile au fond. Faire pareil de l'autre côté. Je vais pas le faire, c'est assez chiant à lever les caches poussières. Il faut vraiment un petit tournevis fin. Voilà, s'il n'y a pas de fuite, c'est ok. S'il y a une fuite, si c'est juste les spies, ça va pour une trentaine d'euros. Vous changez les deux spies, c'est facile à faire. Il reste un truc pour la fourche, le contrôle du jeu de direction. Et après là, c'est juste un réglage, vous achetez des cages ou des billes. Alors moi je fais ça, je mets la roue en appui contre un mur et je pousse la moto de manière à repérer les clics-clocs. De toute façon on le sent dans les mains s'il y a du jeu entre là, l'axe et là. Clic-cloc, cloc, cloc, cloc. Là il n'y en a pas, c'est ok. Et ça permet toujours de discuter. Et pour finir sur la roue avant, pardon je passe devant. On contrôle le jeu au niveau des roulements, celui-là et celui-là. On le voit, s'il y en a, on le sent dans les doigts, en travers. Les roulements, trentaine d'euros aussi. Mais bon, c'est pas grave, c'est des trucs qui se réparent. Et le voile. Voile et saut de roue. Saut de roue, c'est... Normalement, c'est coaxial, ça, la jambe et l'axe. Saut de roue, ça veut dire que la roue va monter, descendre, monter, descendre. En gros, elle n'est pas bien centrée. Et bon, ça se règle aussi, hein. L'important c'est qu'il y ait bien les rayons. On peut laisser deux par deux pour voir s'il n'y en a pas un de cassé. En fait, il a peut-être l'air détendu, mais il est cassé au fond. Et le voile, c'est quand on fait tourner. Hop là. On regarde les différences comme ça. Différence maxi 2 mm. Mais là je suis bon, je viens de le faire. Et ça se règle aussi le voilage, c'est facile à régler. Voilà. Comme ça vous en profitez pour demander au vendeur de la mettre sur cale, sur le sabot. Il y a plein de choses à faire. Bon, puis évidemment, tant qu'elle est sur cale, il y a toujours un ou deux parpaings chez quelqu'un qui a une moto ou des bouts de bois. Vous faites pareil pour la roue arrière.
le jeu, les rayons, il n'y a pas de jeu, j'ai même fait les roulements il n'y a pas longtemps, et surtout le jeu de l'axe du BO. Bon, je suis un peu en avance sur le programme, mais c'est pas grave. Le jeu pour l'axe du BO, vous prenez le BO, la main droite ici, la main gauche sur l'autre sortie derrière, et vous gansaillez. Oh, ça va bien en faisant ça. Comme ça. Voir s'il n'y a pas trop de jeu là. Normalement, il n'y en a pas du tout. Hein. S'il y en a, ça veut dire que toutes les rondelles, et en plus les emmanchements en plastique en dessous, sont foirés. Et vous aurez peut-être des difficultés à sortir l'axe. Hein. Il y en a pas mal qui bataillent, qui sont obligés de scier ensuite là et là-bas derrière. Ça fait des frais en plus. Alors autant qu'il n'y ait pas de jeu, d'entrée de jeu, c'est le cas de le dire. Et le voilage et saut. Voilà, le saut, ça se regarde comme ça. En fait, vous mettez une partie fixe, mon doigt, là, vous voyez mon ongle? La distance entre l'ongle et la jante, c'est toujours la même. S'il y a un saut, vous allez voir, ça va faire ça. Je le refais. Ouais, il y en a un léger, mais la limite est 2 mm. Je suis largement bon. Et au fait, le bruit que vous entendez, c'est pas grave. C'est mon cache. C'est du... comme les combinaisons de plongée. C'est ça qui frotte le velcro derrière. Voilà pour l'avant. Maintenant, on s'intéresse au réservoir. Très important parce que c'est pas mal cher. On enlève le bouchon. J'espère qu'on va y voir quelque chose. Et on s'intéresse aux traces de rouille qui peuvent apparaître sur l'intérieur du réservoir. Là franchement je sais pas si on va voir. Là déjà on voit qu'il n'y en a pas dessus. S'il y a quelques traces, vous passez le doigt dessus. Si elles sont lisses, c'est pas grave. Mais si elles sont rugueuses, danger, pas loin d'être mort. Si elles sont lisses, il faudra simplement prévoir un filtre à essence. Bon, je ne vais pas vous cacher que j'en ai quelques-unes, mais pas, et encore, je suis même pas sûr. Et comme vous voyez qu'il y a de l'essence dedans. Bon, moi j'en ai pas, c'est bon. Mais rien n'empêche non plus de regarder tout le reste du réservoir. S'il y a une bosse, si c'est vraiment une petite bosse, si c'est une grosse, une coignure, j'appelle ça. Un gros trou, quoi, bien enfoncé, bien plié. En général, c'est au niveau des genoux, ici, le flanc droit et le flanc gauche, où c'est légèrement enfoncé. Ou alors si c'est une chute, et bien évidemment c'est... Par contre, en tapant, on peut sentir s'il a déjà été restauré, s'il y a du mastic quelque part. Voilà, ce sont juste des conseils. Sachez qu'un réservoir, c'est très cher et dur à trouver. Ensuite, la partie électricité. Présence du faisceau électrique. Ça, c'est le départ du faisceau électrique. Souvent, il n'y a qu'un seul fil qui va directement à la bobine haute tension et à la bougie. Ça veut dire que c'est ultra simplifié. C'est nul. Hein. Bonjour le faisceau. Très dur à trouver et plus cher que le réservoir. Vérifiez, normalement, il y a 4 fils. Faites enlever le réservoir. C'est vite fait. Et le faisceau passe dessous, comme ça. Et il traverse pour le phare de l'autre côté. Au moins qu'il soit présent. S'il est simplifié juste, c'est pas trop grave, mais l'important c'est qu'il y ait tous les fils. Il y a aussi les fils du contacteur de frein arrière. S'ils n'ont pas été coupés, ils sont en vrac derrière. Et les fils du stop. Alors s'il n'y a pas de faisceau, bonjour. Bon, au fait, quand je dis bonjour, ça veut dire que s'il n'y a vraiment pas de faisceau électrique, c'est galère pour remonter. Sauf évidemment si vous faites que du trial avec, qui n'a même pas besoin de numéro de série, rien. Mais c'est pas mon cas. Ensuite, on vérifie le cadre, les points de rouille, se méfier d'une peinture neuve. Souvent une peinture neuve, eh ben, c'est pour cacher la misère, hein, comme on dit chez nous. Les points de rouille, les fêlures de fixation du moteur, il faut bien regarder que ça ne soit pas fêlé au niveau des fixations, ni au niveau des ancrages de la direction, soudure propre,
surtout à l'arrière, ça arrive souvent. Des fêlures, là, au niveau du cale-pied. Là, vérifier que ça n'a pas été ressoudé, aplati, bon ben ça c'est plus ou moins normal. Toutes celles que j'ai vues sont aplaties ici. Pareil au niveau des fixations du moteur, les fixations supérieures, pas de fêlure, pas de soudure bidon, vraiment que vous voyez que c'est pas d'origine. Des points de rouille partout. Bon, la peinture est vieille, pas de souci là-dessus. Voilà, ça c'est l'arceau arrière. Vérifiez tant qu'à faire l'alignement de l'arceau, qu'il ne soit pas penché d'un côté ou de l'autre. C'est signe de grosse gamelle. Vérifiez la présence de toutes les pattes, même si à vous elles ne vous servent à rien. Un jour elles serviront lors de la restauration, clignotant par exemple. Les deux fixations de la batterie, même s'il n'y a plus la batterie, c'est pas bien grave. Au moins qu'il y ait les fixations. Si ça a été scié là, ben galère, hein, si vous voulez remettre une batterie et restaurer à l'origine. Je vais passer de l'autre côté. Quand je vous parle de l'arceau, vous voyez que là il est bien droit. Vérifiez qu'il ne soit pas en travers d'un côté ou de l'autre. De l'autre côté pareil, hein. On vérifie même les amortisseurs. Il n'y a pas de fêlure, pas de rouille toujours. On peut vérifier s'il fonctionne. Important, vous voyez le... du coup je sais plus comment ça s'appelle. La partie qui coulisse de l'amortisseur. Bon là elle est en bas, en général elle est en haut. Si elle est noire, si elle est rouillée, les amortisseurs sont morts. Une centaine d'euros supplémentaires. Mais et même avec des amortisseurs d'origine, on peut avoir cet aspect vraiment neuf. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de fuite et qu'ils amortissent bien. Qu'ils n'ont jamais fui à ce niveau-là. À surveiller donc. Pareil, les soudures. Moi j'ai cru à un moment que j'avais une soudure qui avait été refaite là-bas au fond. Et en fait non, c'est de la peinture. Bon, donc on vérifie les fixations du moteur, enfin tout. Vous voyez que ce côté aussi c'est aplati. Bon, on regarde bien tout le cadre, hein. Surtout les fêlures et les soudures qui ont été refaites. Alors ça, bonjour, c'est grave. Ça c'est pas d'origine, on compte pas. Par exemple moi, regardez, le Neyman. Et bien le Neyman, il n'y en a plus, il a été scié. Ça se vend, on en trouve avec les clés neuves et tout, mais je ne peux plus le mettre, je n'ai plus le support. Voilà un exemple de ce qu'il faut regarder. Mais à l'époque je ne savais pas. Bon, maintenant on va parler du moteur. Regardez les fuites entre la culasse et le cylindre. On voit facilement, moi non c'est rien, c'est de la poussière. On peut voir les fuites à ce niveau là, les fuites au moteur, les fuites en bas du cylindre, c'est vite vu, hein, si c'est tout gras de partout, c'est qu'il y a des fuites, donc les joints, minimum les joints à changer, les fuites au niveau de la fixation du coude d'échappement, ça c'est encore plus visible, c'est vraiment archi noir en bas. Tant qu'à faire, on regarde le coude, dans quel état il est, s'il n'est pas trop pourri, rouillé. Les bosses, ben voilà, ça tombe bien, il y en a une. Il faut dire qu'il est sacrément exposé, hein. Première chute du côté droit, ping, bam, boum. Bon, moi je l'ai déjà repeint, j'aurais pu le brosser un peu plus. Regardez surtout la rouille, là. Avec l'humidité, ça se creuse, et ça se trouve il est percé sur le dessous. Avec un dixième de millimètre d'épaisseur de tôle. C'est cher ça aussi. On en trouve sur eBay, mais c'est cher. Présence de la plaque, c'est mieux. Quoique ça passe, on en trouve. Le kick, présence du kick. Son fonctionnement.
On regarde la noix, s'il n'y a pas trop de jeu. La noix c'est l'axe. Le vrai kit a cette forme là, sans le caoutchouc noir, ça c'est perso, et ça me plaît bien. On vérifie aussi les jointures, il n'y a pas d'huile. L'idéal ce serait de faire tomber le sabot pour regarder sous le moteur au niveau de l'axe central, la fixation, la jointure des deux demi-carters s'il n'y a pas de fuite d'huile. On peut vérifier la course du kick. Là c'est normal, après c'est la compression. Voilà. Au fait, là il y aura un cale-pied. C'est normal si le kick vient taper dans le cale-pied. Pour démarrer, il faut relever. Moteur, bon après il y a tout ce qui est, bon les fuites là, mais ça c'est pas grave, tout ce qui est fuite au niveau du carbu. Vérifier quand même qu'il soit bien entier, qu'il y ait surtout ces petits embouts en plastique pour brancher les surverses. Ça dépend s'il y a l'autolube, du coup vérifier s'il y a l'autolube. C'est-à-dire qu'il y aurait un câble là qui rejoint le câble d'accélérateur et deux durites. Une, vous voyez la rouge? Une qui va de cette rouge à cette rouge, c'est pour alimenter en huile le carbu, et une de là au réservoir d'huile qui est de l'autre côté. On va y aller et faire un tour. Voilà, le réservoir d'huile est là, et il y a une partie dessous là. Et la durite doit arriver là, en bas, où il y a mon doigt. Vous pouvez le vérifier, mais bon, s'il y est, c'est bien, s'il n'y est pas, c'est à peu près comme tout le monde. J'aimerais bien essayer avec l'autolube. En parlant d'autolube, si vous avez des clés à laine, remarquez s'il y a tous les tuyaux, elle doit y être. 3 BTR à défaire, et là, il n'y a pas d'huile dedans, hein, vous pouvez l'enlever, c'est de l'air. Et la pompe à huile est derrière, juste derrière ce petit cache. À surveiller aussi, j'avais oublié, derrière le kick. Regardez bien l'état du carter d'embrayage. Alors, est-ce qu'on va le voir? Par exemple. Surtout s'il est peint avec peinture fraîche, ça veut dire qu'il y a des soucis sûrement. Attendez, regardez-moi. Ouais, on le voit. Vous voyez la petite soudure là? Et ben le mien a été réparé aussi. Bon, il n'y a pas de souci, ça fuit pas, hein. Mais il a été réparé. Donc si je veux le faire nickel d'origine, ça marche pas. Quoique sur le 1K6 d'origine il est noir. Il suffirait de le peindre. Voilà, à regarder aussi. On pourrait aussi regarder l'état du kit chaîne. Chaîne, couronne, pignon de sortie de boîte. Mais bon, c'est pas utile, hein. Quoi qu'il en soit, après achat, il vaut mieux le changer dans le doute. Ça vous évitera bien des soucis. Et aussi l'état du carter volant. S'il est entier, voilà, celui-là est entier par exemple. Il y en a beaucoup qui sont découpés à ce niveau-là, pour éviter de démonter quand on change le pignon de sortie de boîte. Et bon, c'est pas grave. Mais d'origine, il faut qu'il soit comme ça, entier. Par contre, il y en a des jolis. Philippe, il en fait tailler avec des nervures là, ouvertes. C'est beau comme tout. J'ose pas, j'en ai qu'un, j'ose pas essayer de le faire. Voilà, on passe à la suite. On peut aussi faire lever la selle. Une clé à pipe de 10, 2 vis, une là, une à l'opposé. Lever la selle et vérifier la présence de la boîte à air et d'un filtre à air. Des fois que le gars est roulé sans filtre à air. Rigolez pas, c'est ce qui m'est arrivé. Au bout de 2 mois, j'ai ouvert pour nettoyer le filtre à air, il n'y en avait pas. Ensuite, on fait démarrer la moto par le vendeur. Vous surveillez bien comment il fait pour la démarrer. Donc béquille d'entrée, machin, c'est normal.
vous écoutez le ralenti. Voir s'il est stable, comment il tient. Profitez qu'elle est froide pour regarder la fumée. Je sais pas si on la voit bien. Hein. Bleu et odeur d'essence brûlée, c'est tout à fait normal. Mais blanche et odeur vraiment pourrie et nauséabonde, ça veut dire que les joints spi de vélo sont morts. Surtout le joint spi d'embrayage. Le joint spi et la main derrière. Bon, ça se change, hein, c'est pas trop cher, mais c'est un peu long à faire. Mais ça se change. Ensuite, il faut vérifier à l'accélération si le ralenti revient régulièrement. Et s'il ne met pas des heures à revenir aussi. Là par contre ça veut dire fuite d'air sur le spi côté volant. Bon moi ça va, je les ai changés déjà. Mais si le ralenti n'est pas stable et qu'il met très longtemps à revenir, c'est fuite d'air côté spi volant. Le spi du volant et la base arrière au fond. Ça se change aussi. C'est pas cher en prix, c'est de la main d'œuvre. Hein, mais en général ça se passe bien si ça vous fait une petite expérience. Donc rappelez-vous la couleur de la fumée, l'odeur de la fumée. On la voit là? Moi je la vois, je la sens. Et le ralenti qui tient ou qui ne tient pas. L'important c'est qu'il revienne au ralenti régulièrement. Ensuite, vous pouvez faire rouler le vendeur et en profiter pour regarder, voilà, on verra pas, l'alignement de la roue arrière avec la roue avant. Vous voyez, des fois on en voit qui se promènent avec les roues comme ça, là, quand on les suit en voiture. Et ça, c'est pas bon, ça veut dire que le cadre il est mort. Il faut vraiment que les roues soient alignées. Bon, là on s'entend mieux. Vous écoutez aussi, quand il a démarré, les bruits. Autre le bruit de l'échappement, les bruits moteurs, les gling lang long, c'est pas bon non plus, ça veut dire roulement, bielle, tout ce qu'on veut. C'est galère, hein. Piston même, pourquoi pas. La compression, ben, pour voir, vous avez vu quand j'ai démarré la compression, pour voir vraiment s'il y a de la compression, j'en sais rien du tout. Moi c'est au pied. Hein. Ensuite, vous la démarrez vous-même, hein, pour voir si elle démarre bien. Vous faites un petit tour, vous essayez les freins. Le frein avant qui est là sur la poignée droite. Et le frein arrière qui est là sur la pédale. Tant qu'à faire, autant tester les freins. Par contre, gaffe, hein, à froid, là, merde, on ne voit pas. À froid, l'embrayage qui colle, même si vous débrayez, ça continue à avancer, c'est normal. À froid, hein, pour rouler 5 minutes au moins, pour voir ce que ça donne. Mais le collage de l'embrayage à froid, c'est pratiquement normal. Elles ont 30 ans quand même. Hein. Voilà, pour laisser sur route, après c'est vous qui voyez, si elle monte bien dans les tours, s'il n'y a pas de trou à l'accélération aussi, entre le ralenti et l'accélération. C'est très important, ça se règle hein, de toute façon au niveau du carbu. Après il faut voir, hein, mais l'important c'est tout ce qui est cadre, tôlerie, réservoir, selle en bon état aussi. Quoique maintenant on peut trouver des housses dans les 40 €, ça passe sur le forum. Elles sont jolies en plus. Hein. Celle-là c'est une housse perso. Voilà, on va passer à la suite. Et bien la suite elle est toute simple, c'est la partie administrative. Vérification de la présence de la plaque des mines. Là, sur le tube de direction, derrière le phare. Avec le numéro de série là. Vérification qu'il correspond bien au numéro de série qui est gravé là. Sur le cadre directement. Donc plaque des mines qui est rivetée. Le gravage sur le cadre et ce numéro doit correspondre aussi au numéro moteur là.
pas entièrement, c'est celui-là. Bon, maintenant, les deux du haut du cadre doivent être absolument identiques. Par contre, celui de moteur, bon, vous savez bien qu'on change quelquefois de moteur, il peut être différent dans la mesure où le vendeur a une facture de son moteur, une preuve d'achat. Voilà. Mais à vérifier, hein, surtout si vous comptez rouler sur la route. Et puis c'est mieux que de rouler sur une moto soupçonnée, peut-être volée. Le jour, je suis allé en voir une, le numéro moteur ici, il était tout martelé, on voyait absolument plus rien. Et elle était vendue sans papier. Et elle est restée chez le gars. En conclusion, l'achat dépend directement de ce que vous voulez en faire. Soit c'est en deuxième moto trial exclusivement, peu importe carte grise, garde-boue, tout ça. Soit c'est pour semi-restauration ou restauration. Alors, autant vérifier qu'il y ait le phare d'origine, pas celui-là. C'est le phare rond, blanc, normal. Le compteur, je vais vous citer à peu près toutes les pièces qui sont difficiles ou chères à trouver. De toute façon, qui dit rare dit cher. Hein. Donc compteur, phare, garde-boue à peu près d'origine. Même d'origine, c'est encore mieux, parce qu'il y a beaucoup d'extravagants qui mettent un peu n'importe quoi. Bon, garde-boue arrière. Bon, le mien, il n'est pas d'origine. Le feu, ça on s'en fout, ça coûte rien. La plaque, c'est facilement trouvable, ça coûte pas grand chose. Important, un réservoir sans bosse. Vous pouvez toujours le faire repeindre. C'est pas trop cher s'il n'a pas de bosse. Le cadre, s'il n'a pas de rouille, avec la peinture, sablage et époxy, c'est nickel. Couleur gris normalement, le mien est blanc. L'autre truc d'important, bon ça c'est bon. Ouais, c'est à peu près bon. Bon bref, ça dépend ce que vous voulez en faire. Hein. Pour une bonne restauration, il vaut mieux qu'il y ait tous ces éléments là. Pour le trial, si vous la trialisez, vous virez tout, batterie, phare, machin, il n'y a plus rien. Bon, la batterie ça se trouve. Hein. Je vous en ai parlé tout à l'heure, les supports sont là. Ici il vient un boîtier noir comme ça, carré. C'est le support de batterie, la batterie est dedans. Et après ça marche en 6 volts. Il y en a qui virent la batterie, ici à la place il y a une résistance. Une grosse résistance qui prend comme mon doigt, là, comme ça. Là ça marche encore en 6 volts. Moi j'ai ni l'un ni l'autre et je suis en 12 volts. Bon c'est un peu space, il faut mettre des ampoules 12 volts et puis ça marche, ça s'allume suivant le régime moteur. Mais dans l'ensemble c'est bon, même au ralenti le phare il marche. Et les stops surtout fonctionnent. Le contacteur de stop arrière, ça se trouve facilement, c'est pas cher. Et tant que j'y suis, le contacteur de frein avant, ça se vend encore chez Yam. Je crois que c'est dans une douzaine d'euros ça coûte. Donc pas de soucis, c'est toujours facile à refaire. Voilà, ce sont les conseils d'achat pour une TY. Merci.